Jean Giono, Solitude de la pitié. À ma fille Aline. Ils étaient assis contre le portillon de la gare. Ils ne savaient quel parti prendre, regardant la patache, puis la route huilée de pluie. L'après-midi d'hiver était là, dans la boue, blanche et plate, comme un linge tombé de l'étendoir. Le plus gros des deux se dressa. Il fouilla des deux côtés dans sa grande housarde de velours, puis il cura du bout des doigts la petite poche de charpentier. Le postillon grimpait sur le siège. Il faisait déjà claquer la langue et les chevaux dressaient l'oreille. L'homme cria « Attendez !» Puis il dit au compagnon « Eh, viens !» Et celui-là vint. Il flottait tout maigre, dans une épaisse de houppelande de berger à bout d'usage. Le cou sortait de la bure, décharné, comme une tresse de fer. « C'est pour où ?» demanda le gros. « Pour la ville. »« Combien ?»« 10 sous. »« Il monte, dit le gros. Il se baissa, écarta les pans de la houppelande, haussa la jambe de l'autre jusqu'au marchepied. « Monte !» il lui dit. « Fais fort, vieux !» Il fallait laisser le temps à la demoiselle de ramasser ses cartons et de se pousser. Elle avait un bon nez tout blanc, à grosses lignes, et elle savait qu'on voyait son nez sous la poudre de riz. Alors, elle regardait toujours un peu de côté, comme d'un air méchant. Et c'est pour ça que le gros lui dit « Pardon, mademoiselle ». Il y avait, en face, une femme potelée, douillette, dans un manteau, avec de la fourrure au col et aux manches. Un commis voyageur qui se serrait contre la madame et, pour mieux la toucher au bas des seins avec son coude, il mit son pouce dans l'entournure de son gilet. « Appuie-toi là, dit le gros, en haussant l'épaule. L'autre pencha sa tête et la posa. Il avait de beaux yeux bleus, immobiles, comme de l'eau morte. On allait au pas parce que ça montait. Le bleu des yeux accompagnait le passage des arbres, sans cesse, comme pour les compter, puis on traversa des champs plats, et il n'y eut plus rien dans la vitre que le ciel gris, tout pareil. Le regard s'immobilisa comme un clou. Il allait se planter droit dans la madame Potelée, mais il avait l'air de regarder au travers, plus loin, tout triste, comme un regard de mouton. La dame serra son col de fourrure. Le commis voyageur toucha le devant de son pantalon pour voir si c'était bien boutonné. La demoiselle tira sur sa jupe, comme pour l'allonger. Ce regard était toujours planté au même endroit. Il y déchirait, il y faisait du pu comme une épine. La dame essuya ses lèvres avec la peau de son gant. Elle sécha ses lèvres qui luisaient d'une salive douce. Le commis voyageur toucha encore le devant de son pantalon, puis il déroula son bras plié en imitant un qui a la crampe. Il essaya de fixer en face ce regard d'eau morte, mais il baissa les yeux, puis il mit la main comme sur son cœur. Le portefeuille y était bien. Il le palpa quand même dans son contour et dans son épaisseur. Une ombre emplit la voiture. La petite ville accueillait l'avenue de la gare avec ses deux bras de maisons pleins de dartres. Elle présentait d'un côté un hôtel du commerce et des jardins, de l'autre 3 épiceries jalouses et aigres. Monsieur le curé débourra sa pipe dans le bassin aux offrandes. Le cendrier était là-bas, sur le rebord du prie-dieu. Il mit la pipe chaude à l'étui. Il s'agissait maintenant de classer par rue et par maison ces numéros des veillées religieuses qu'il allait distribuer aux abonnés. Il manquait 3 livraisons, il souleva les livres et un numéro de la Croix tout étalé. À la fin, elles étaient là, sous le paquet de fraissures de porc que son frère venait d'apporter. Ça n'a pas plus de soin. Une couverture était tachée. Il l'inclina dans le jour gris de la fenêtre pour voir si ça se voyait bien, si, en le donnant de biais, ou bien alors, il n'y avait qu'à le donner tel que à madame Purée la lampiste. Elle n'y voit guère, elle a toujours des doigts pleins de pétrole, elle croira que c'est elle. Il y avait là aussi sur le plancher, et laissé aussi par l'Adolphe, une plaque de fumier d'écurie à l'empreinte d'un talon. Monsieur le curé se leva et, à petits coups de pointe de soulier, poussa l'ordure jusqu'à l'âtre. « Marthe, on a sonné !»
« Quoi » demanda Marthe en poussant la porte de la cuisine. « On a sonné, je dis. » Sur la servante, la mince ficelle du tablier départageait les grosses mamelles et le ventre. « Encore ? Aussi, monsieur, vous pourriez un peu aller voir. Toujours monter, descendre, moi, avec mes jambes, mon emphysème. Vous en verrez la fin à la fin. » On sonna encore une fois. « Allez un peu voir, vous. Si c'est peu de choses, vous le réglerez en bas. Avec ce temps, ceux qui montent me salissent partout. » Elle avait la figure toute mouillée de graisse. « C'est en plaçant les bardes de lard, » elle dit. « Le garde-manger est trop haut, une a glissé, et je l'ai retenu avec la joue. »« Voilà !» cria le curé dans le couloir. Puis il tira les verrous et ouvrit la porte. « Bonjour, monsieur, » dit le gros. Le maigre aux yeux bleus était là, derrière, à grelotter dans sa houppelande. « On ne peut pas donner, » dit le curé en les voyant. Le gros retira son chapeau. Le maigre porta la main à son chapeau, mais il n'alla pas plus loin, et resta la main en l'air, le regard planté dans le curé. « Vous n'auriez pas quelque petit travail ?» dit le gros. « Un travail ?» Et le curé avait l'air de réfléchir, mais en même temps il poussait doucement la porte. « Un travail. » Il ouvrit la porte en plein. « Entrez !» il dit. Le gros, qui avait remis son chapeau, l'enleva encore à la précipitée. « Merci bien, monsieur le curé, merci bien. » Et il racla ses souliers au racloir, et il entra, en courbant un peu l'échine, malgré la haute imposte de la porte. L'autre ne dit rien, il entra tout haut, et les pieds sales. Il suivait les gestes du curé avec le froid triste de ses yeux bleus. On entrait dans un couloir charretier parce que la cure avait été dans le temps une maison à Seigneur des Champs. Venait après une cour carrée, et dans cette cour, les escaliers s'appuyaient puis montaient à grands élans carrés comme la cour. « Attendez-moi là, » se souvint de dire le curé, en regardant les pieds boueux. Il monta. Le gros eut un petit sourire en silence. « Tu vois, ça va aller, » il dit. « 20 sous qu'on a dépensés. »« Marthe, dit le curé en entrant, puis aussitôt. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« C'était un plat posé chaud sur la table de bois blanc, et là-dedans, la fraîcheur grésillait, avec des morceaux de foie violets comme des fleurs et des riz en grappes. « Une picoche, dit Marthe. Et elle se mit à verser un mince fil, un vin épais à parfum de cèpe. La graisse bouillante se tut. « C'est pour ce soir, demanda le curé. « Oui. »« Dis-moi, Marthe, sais-tu à quoi j'ai pensé ? Si on profitait de se faire arranger le tuyau de la pompe. »« Faudrait descendre dans le puits, dit Marthe, qui réglait le fil du vin. »« Eh oui, dit le curé. » Elle ne dit rien, puis elle releva le goulot d'un coup sec, elle porta le plat au feu. « Et vous le trouverez, vous, celui qui descendra. Vous savez ce qu'il a dit, le plombier. Il n'avait pas envie de se tuer. C'est un vieux puits. Et puis, de ce temps, vous le trouverez, vous ? Écoute, il y a en bas 2 qui demandent quelque chose à faire. Ça a l'air de gens qui ont besoin. Alors il faut profiter, dit Marthe. Parce que, vous savez, le plombier, il n'y descendra jamais. Il me l'a dit. S'ils ont besoin, il faut profiter. Alors voilà ce dont il s'agit, dit le curé. Nous avons une pompe, et le tuyau de plomb était cramponné contre la paroi du puits. Le crampon, ou les crampons, ont dû lâcher. Le tuyau s'est décollé, on pourrait dire, et il fait le serpent dans le vide. Il pèse comme ça sur les boulons du haut, et ça pourrait s'arracher en plein. Jette ces crampons, justement. Il faudrait descendre. « Il est profond, votre puits ?» demanda le gros. « Non, dit le curé, non, oui, enfin, pas trop, vous savez, c'est un puits de maison, 15-20 mètres au plus. Il est loin ? Non, il est là. » Le curé marcha vers un côté de la cour, et le gros suivait, et l'autre suivait dans sa houppelande. C'était un portillon dans le mur, et dessous, une auge en vieille pierre mangée d'eau. Il ouvrit le portillon, les gonds crièrent, il tomba 2 ou 3 pots de rouille sur les dalles. « Voilà, vous voyez ?» Le puits souffla une aigre haleine de plantes de nuit et d'eau profonde. Il y eut le pfff d'une pierraille détachée et qui tomba.
Le curé, très en arrière, se pencha, et en même temps il recula son derrière, et on entendait se crisper ses orteils dans son soulier. « Voilà, vous voyez ?» Il eut l'air de s'excuser. « Comme vous êtes deux, dit-il. » Le gros regarda alors son compagnon. Il était là, toujours flottant dans sa houppelande grise. Il n'avait pas de visage, sauf les yeux bleus froids, toujours plantés dans la soutane noire du curé, mais regardant au travers et par-delà l'âme triste du monde. Il tremblait, il avalait péniblement sa salive à grands coups de pomme d'Adam. « Bon, monsieur le curé, dit le gros, ça fera. Je suis seul, mais ça fera. » Marthe parut au balcon de la galerie. « Monsieur le curé, ça va être l'heure de votre leçon de musique. » À ce moment, juste, on sonnait. Il alla ouvrir. C'était un petit garçon blond, dans un beau paletot de laine. « Montez, monsieur René, dit le curé, je vous suis. » Il revint vers les hommes. « Le mur est peut-être un peu mauvais, dit-il. « Mets-toi là, vieux, dit le gros. » Il y avait au fond de la cour une porte. Derrière, on entendait courir et crier des lapins. « Mets-toi là, assieds-toi, tu n'as pas froid, pas trop ?» Puis il s'assit à côté et il commença à délacer ses souliers. « J'aime mieux pieds nus, on se retient des ongles. » Puis il déboutonna son pantalon ousarde et il le retira. « La jambe joue mieux et puis c'est lourd. Mets-le sur toi, ça te tiendra chaud. » La respiration du puits fumait dans l'air froid de la cour. « Si j'ai besoin, je crierai, » dit-il, au moment où il enjamba le rebord. Et il se tenait encore des mains et on voyait encore sa tête. Il regardait en bas dans le noir. On sentait qu'il était en train d'assujettir ses pieds. « Je vois les trous, vieux, ça va aller. » Il disparut. On entendait un air d'harmonium, une spirale de notes montantes qui s'accrochaient trois en trois et dardait, semblait-il, jusqu'au ciel, le balancement d'une tête de serpent. C'était joué assez habilement par monsieur le curé, puis repris, après un silence, par les mains gourdes de monsieur René. Le jour diminua. Sur la galerie de bois, là-haut, au premier étage, il y avait une rangée de pots à cactus et un pot avec une touffe de violettes. L'homme regarda les fleurs. La nuit coulait dans la cour comme le fil d'une fontaine. Bientôt, on ne vit plus les fleurs. La nuit montait jusqu'au deuxième étage. L'homme se dressa. Il s'approcha du puits, chercha l'ouverture en tâtonnant de la main, il se pencha. On entendait en bas, semblait-il, une espèce de raclement. « Hé !» il cria. « Hé !» répondit l'autre d'en bas. Ça vint au bout d'un moment, tout étouffé dans un matelas d'air. « Tiens-toi bien, hein ?» dit l'homme. « Oui, » répondit la voix. Puis elle demanda. « Et toi là-haut, ça va ?» L'homme revint s'asseoir au moment où Marthe ouvrait la porte et paraissait à la galerie du premier, une lampe à la main. « Vous y verrez comme ça, monsieur René ? Tirez la porte. » Le garçon blond tira la porte. Marthe regarda dans la cour. « Ah ben, ils sont partis, je crois bien, dit-elle. » Le gros marcha dans l'ombre. On entendait ses pas boueux claquer sur les dalles froides. « Tu es là ?» il demanda. « Oui. »« Donne-moi mes pantalons, c'est fini. »« Fais pas chaud, » dit-il, encore une fois vêtu. La maison était toute silencieuse, sauf le grésillement d'une friture qui coulait du premier. Il appela. « Monsieur le curé !» La friture empêchait. Il cria. « Monsieur le curé !»« Quoi ?» demanda Marthe. « C'est fait, dit l'homme. »« Quoi ?» demanda encore Marthe. « La pompe. »« Ah, bon, je vais voir. » Elle rentra dans la cuisine et essaya de donner un coup de pompe à l'évier. L'eau coula. Monsieur le curé lisait près du poêle dans le grésillement de la friture. « Ça coule, » elle dit. Il leva à peine les yeux. « Bon, va les payer. »« Combien je donne ? Ça a été vite fait, somme toute. »« Et tirez bien la porte. » Mais elle les accompagna, les regarda sortir, puis enclencha durement le loquet, poussa le verrou, mit la barre. Il tombait une pluie tenace et froide. Sous le réverbère, l'homme ouvrit sa main. C'était 10 sous. Les yeux bleus regardaient la petite pièce et la main toute mâchurée d'égratignures et de boue. «
Tu te fatigueras, dit-il. Je te suis une chaîne, moi, malade. Tu te fatigueras. Laisse-moi. Non, dit le gros. Viens.